Merci beaucoup d'être revenu. La dernière partie sera en français. Je voudrais surtout vous dire de rester aussi après la conclusion par Martin pour un très très beau concert que nous avons ce soir, et c'est vraiment une grande chance. Mi Young Lee est une pianiste de niveau international qui nous fait l'immense faveur d'être ici aujourd'hui. Donc avant que j'oublie de vous le dire, c'est peut-être la façon dont je vous inviterai à rester jusqu'au bout de cette longue journée. Alors le troisième et dernier panel, je vous rassure, de cet après-midi va essayer vraiment de faire en sorte de tirer un certain nombre d'enseignements de tout ce qui nous a été dit pour se poser la question de finalement que peut-on utiliser de notre boîte à outils pour aider le décideur. Et je sais que nous avons dans la salle de Martin Hirsch, Amélie Verdier et beaucoup d'autres qui pourront réagir. Et je pense que dans le cadre de la discussion qu'on aura dans le deuxième temps de cette table ronde, j'aimerais qu'on puisse vraiment essayer de reprendre la question par laquelle Pierre-Yves a terminé, qui est de se dire, faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain et oublier les qualis, parce que quand on commence à regarder les propriétés des qualis, on se rend compte, bien sûr, qu'ils ne sont pas parfaits comme outils pour mesurer les préférences, mais en même temps, on n'a pas d'autres solutions peut-être que de les utiliser. Et c'est finalement par cette conclusion de Pierre-Yves que nous allons recommencer à tirer le fil de cette journée, qui est d'aller de la théorie, dans la partie la plus générale qui nous a été présentée par James, jusqu'à l'application concrète, la traduction dans les faits et la façon dont concrètement, en tant qu'économiste, mais pas seulement, puisque nous avons aussi des philosophes, des anthropologues et d'autres disciplines représentées ici, je pense que la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir éclairer la décision au mieux avec les outils dont on dispose. Et donc pour répondre à cette question difficile, j'ai donc 4 panélistes. Donc Nicolas Boissel, je le fais dans le désordre, je n'ai pas eu le temps de rouvrir mon ordinateur, ça n'est pas grave, je le fais dans le désordre. Nicolas Boissel, qui donc nous donnera le point de vue du médecin, puisque c'est vraiment ce que l'on cherche à avoir, c'est vraiment des réactions par rapport à la façon dont on essaie de travailler ensemble, et de la même façon que Giovanna nous parlera du travail qu'elle mène actuellement au ministère de la Santé, mais aussi de sa vie précédente comme directrice d'une association, donc Giovanna Marsico, et puis Jean-Michel Josselin et Luc Baumstark, qui tous deux travaillent beaucoup dans l'aide à la décision, que ce soit dans le cadre de la commission d'évaluation économique et de santé publique de la HAS pour Luc pendant un certain temps, pour Jean-Michel aujourd'hui encore, et le travail qu'a fait Luc auprès du commissariat général du plan, devenu le CAS, devenu encore autre chose, voilà, France Stratégie. Et dans ce cadre-là, je pense que l'un et l'autre ont été amenés à justement se poser la question de qu'est-ce que l'on peut utiliser des outils de l'économie. Et c'est peut-être par eux que je proposerai de commencer, en permettant ensuite à Giovanna et Nicolas Boissel de réagir par rapport à ces premières présentations. Donc je vous laisse commencer. L'ordre est-il indifférent? Avez-vous une préférence? Rien de tout ceci n'est organisé, puisque l'idée c'est d'être quand même en dehors de sa zone de confort, donc pas de diapo. Vous avez compris que ça avait des vertus. Et donc du coup, là en l'occurrence, je vous laisse choisir. Et Luc s'y colle, donc en premier. Donc Luc Baumstark pour nous parler de son expérience d'aide à la décision dans différents domaines. Voilà, donc merci Lise de m'avoir demandé de venir parmi vous. C'est vrai que je disais à l'instant, enfin au café, que j'étais un petit peu troublé du type de discussion qu'on a pu avoir par rapport aux préoccupations qui sont les miennes aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il est assez difficile d'articuler de manière cohérente l'ensemble des propos qui ont été tenus, des critiques éventuellement de méthodes, de mise en perspective, par rapport à une question que je vais vous présenter et qui est à la fois très proche de vos préoccupations, mais quelque part, il est quand même finalement, quand on y réfléchit bien, un petit peu éloigné. Lise a évoqué donc France Stratégie et le Commissariat général à l'investissement.
il y a une ambition dans le pays qui n'est pas le seul fait de la France, c'est aussi dans d'autres pays, et la France est plutôt en retard d'ailleurs. Il y a une ambition, c'est celle de mesurer l'utilité sociale des dépenses publiques. Donc c'est le premier point sur lequel je voudrais revenir, parce que la préoccupation qui est je dis la mienne, celle que je porte en tout cas aujourd'hui, c'est d'arriver à définir des procédures qui permettent de répondre à cette question. C'est le premier point, j'irai assez vite parce que ce n'est pas nécessairement le plus important. Le deuxième point, c'est une fois qu'on est d'accord pour mesurer l'utilité des dépenses sociales, des dépenses publiques, la question c'est quel référentiel on utilise. Et je reviendrai évidemment sur ce point. Et pour ce qui concerne la santé, évidemment, la première question qui vient à l'esprit, c'est la valeur statistique de la vie humaine. Et on a parlé des QALY qui permet de traiter la question de la qualité, de la morbidité. Et puis, troisième temps de la réflexion, c'est qu'une fois qu'on se met d'accord sur un référentiel, c'est comment on le construit et finalement, quel est le statut de ce référentiel. Et je m'attarderai sur ce point parce que je pense que du point de vue scientifique, il ne faut pas qu'on se méprenne. Il y a à la fois des proximités avec ces référentiels et ce que vous avez évoqué tout à l'heure, et il y a aussi de grandes distances, et je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit. Alors, pourquoi il y a cette ambition de mesurer l'utilité sociale des dépenses publiques ? Écoutez, c'est assez simple. C'est si vous ne mesurez pas l'utilité sociale des dépenses publiques, ce qui va se passer, ce qui se passe déjà, c'est que ce sont les logiques budgétaires et les logiques financières qui auront le dernier mot. Aujourd'hui, on souhaite diminuer les dépenses publiques. Alors en France, mais j'imagine dans d'autres pays. Il est urgent de rappeler la richesse sociale qui est créée par les dépenses publiques. Et il ne suffit pas de dire que c'est utile, faut-il encore pouvoir le montrer. Et le scientifique que je suis, l'économiste que je suis, c'est de pouvoir objectiver, de pouvoir mesurer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que c'est une problématique qui touche tous les secteurs sur la question de la santé. Alors, on va évoquer tout à l'heure la relation, par exemple, patient avec les médecins. Il y a tout le travail qu'on a fait. Mais globalement, la question de la mesure des impacts, des risques sanitaires dans notre pays se trouve présent dans un très grand nombre de secteurs. Alors, je ne vais pas les énoncer, mais il y a tout un travail, par exemple, qu'on engage actuellement avec l'école des officiers, des sapeurs-pompiers, qui sont inquiets des pressions qu'ils ont sur la réduction des systèmes de prévention qui sont mis en place, et donc ils sont très intéressés pour pouvoir valoriser ce que ce type de dépenses apporte, parce que sinon, vis-à-vis des collectivités territoriales, vis-à-vis de leur tutelle, eh bien évidemment, ce sont les logiques de réduction des coûts qui vont l'emporter. Et tous les économistes que vous êtes savent bien que la minimisation des coûts est loin d'être une solution, en tout cas ça conduit dans un grand nombre de cas, pas nécessairement à une situation optimale. Et puis enfin, dernier point sur cet enjeu, le cadre institutionnel est en train de changer en France. Et donc il faut en profiter, il y a une ouverture pour les économistes. La loi de finances en 2012 et les arrêtés qui ont suivi obligent au jour d'aujourd'hui tous les porteurs de projets qui demandent des subventions publiques à hauteur de 10 millions d'euros doivent réaliser une évaluation socio-économique. Et quand on est à 100 millions d'euros, il y a une contre-expertise qui est réalisée par le Commissariat général à l'investissement. On est en train de travailler avec les experts qui ont beaucoup travaillé sur les études qui sont remontées, et je peux vous dire qu'il y a du travail et beaucoup d'inquiétudes, des méthodes extrêmement diverses. Le Conseil d'État a annulé cette année une déclaration d'utilité publique en expliquant que l'évaluation qui avait été faite était insuffisante et qu'elle ne faisait état que de considérations financières et que l'État ne pouvait pas exproprier des gens sans avoir pris le temps, les moyens de démontrer qu'il y avait une vraie utilité sociale à ce projet. Donc je crois, vous voyez, j'ai envie de dire, c'est assez décalé et je m'en excuse de tout ce qu'on a dit, mais c'est pour répondre à cette question que
La question se pose vraiment aujourd'hui, comment mesure-t-on les bénéfices que l'on peut dégager des politiques que l'on met en œuvre sur, je dirais, les impacts sanitaires des différentes politiques auxquelles on peut être amené à discuter. Si vous êtes convaincu, et je l'espère, de cette dynamique-là, la question, c'est la question maintenant de construire des référentiels. Et là, il y a un vrai problème. Je pense que l'introduction par James Amit tout à l'heure était très claire et il y a eu des tas d'interactions avec d'autres intervenants. Il y a une vraie difficulté à passer des intérêts particuliers à la question de l'intérêt général. Comment on construit des indicateurs qui permettent de dire ce que la collectivité est prête à consentir pour obtenir un certain nombre d'effets d'attendus. Alors je ne vais pas revenir, ça a été largement dit, on voit bien qu'on ne peut pas simplement agréger les préférences individuelles. Bon, on ne va pas faire des cours d'économie, la théorie nous attire notre attention sur le fait que les préférences des individus sont relativement limitées pour plusieurs raisons que je n'évoque pas. Et les signaux qui sont sur les marchés ne sont pas nécessairement efficaces par rapport à la question qu'on pose. Il y a des tas de marchés où le prix qui est affiché, évidemment, n'est pas nécessairement, du point de vue économique, un signal prix optimal. Et donc, très souvent, il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, eh bien, il faut bien essayer de faire quelque chose. Et donc, la question de donner une valeur à ce qui n'a pas de prix est une question aujourd'hui essentielle. Et je pense que dans le secteur de la santé, elle est évidemment tout à fait importante. Donc, comment on fait pour donner un prix à des effets qui n'ont pas de traduction marchande ou dont les traductions marchandes qu'on peut observer sont assez éloignées pour pouvoir en tirer des choses suffisamment robustes pour la démarche qui est la nôtre. Alors, on a construit au plan ce qu'on appelle les valeurs tutélaires, c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur la valeur statistique de la vie humaine. Elle est utilisée dans le secteur des transports pour gérer les problèmes d'insécurité routière. Et cette valeur est assez historique, hein, elle est utilisée depuis plus d'une trentaine d'années. Et en fait, dans les différents groupes de travail qui ont conduit à construire ces guidelines, on s'est rendu compte que cette valeur était insuffisante pour traiter toute une série de points qui nous intéressent et qui touchent à la morbidité. Et par exemple, quid de l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé ? Et donc, évidemment, on est allé regarder, et moi, je suis venu, on a eu l'occasion de travailler avec Lise et le réseau qui est le sien. On a été intéressé de voir la pratique qu'il y avait dans la santé, et notamment sur la question des QALY, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est comment, dans les évaluations des projets, mais ça peut être une plateforme hospitalière, ça peut être une université, ça peut être une prison, ça peut être une route, peu importe, comment on met en avant, on objective, on donne une valeur au gain santé que l'on va obtenir dans le projet. Et vous voyez, cette construction se fait dans le voile de l'ignorance. On ne cherche pas à savoir dans quel cas, quelle est la préférence des individus pour tel et tel choix. On ne veut pas une valeur qui varie en fonction des questions que l'on pose. On souhaite afficher une valeur unique qu'on puisse décliner dans les différents secteurs pour amener de la cohérence. Et le commissariat général à l'investissement aujourd'hui est assez ennuyé dans certains cas parce que les méthodes sont tellement différentes, les référentiels sont tellement différents que vous n'arrivez plus à comparer les différents travaux qui ont été menés. Et donc, du coup, vous perdez une grande part du bénéfice apporté dans l'éclairage de la décision. Donc, il faut une valeur unique. Il faut aussi une valeur qui ne s'écarte pas des préférences des individus. Donc, on se rejoint évidemment sur ce point parce que si vous affichez une valeur collective qui est complètement déconnectée des préférences des individus, vous allez vous trouver avec un hiatus, avec une difficulté à faire valoir un certain nombre de projets, tout simplement parce que vous n'intégrez pas dans une réflexion collective les éléments qui se révèlent en quelque sorte, alors soit à travers des travaux de préférence révélés ou déclarés, comme on a vu jusqu'à maintenant. Donc vous voyez, ce travail-là, c'est un travail
de longue haleine. Sur la valeur statistique de la vie humaine, c'est un transfert des résultats qui avaient été obtenus par des analyses, des méta-analyses qui avaient été faites par l'OCDE, parce que c'est un travail qui sortait au moment où on était dans le groupe et que c'était évidemment pour nous une référence académique suffisamment robuste pour pouvoir s'appuyer sur celle-ci. Et aujourd'hui, il reste la question de l'introduction d'éléments, de modalités pour pouvoir prendre en compte la question de la qualité de vie. Elle impacte dans un grand nombre de secteurs. Et donc, vous voyez, cette démarche, et je finirai là-dessus, c'est que on est à la fois dans un travail évidemment très scientifique, mais on est extrêmement éloigné des protocoles ou des démarches que des chercheurs peuvent mettre en place sur une étude particulière. Et on a besoin, je dirais, l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'il est très important de pouvoir confronter ces valeurs tutélaires par rapport à ce que nous disent les comportements des agents. Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est trop? Et par ailleurs, il faut aussi que l'État, ou en tout cas la puissance publique qui souhaite valoriser au mieux les ressources dont elle dispose, puisse avoir un cadre de cohérence dans toutes les décisions qu'elles peuvent être amenées à faire, alors dans le secteur de la santé, mais ça peut être au-delà. Et vous voyez, sur ce guidelines, et ça permettra de faire une transition par rapport à ce qui a été fait à la HAS, moi je loue souvent, je vante les mérites de la manière dont le guide méthodologique a été construit à la HAS. Alors je pense que tu en diras deux mots, je ne vais pas. Mais parce que vous voyez, le sujet, c'est qu'il faut qu'il y ait une appropriation collective de ce référentiel. Si on veut que ces valeurs fonctionnent, il faut que l'ensemble de la collectivité s'accorde à ce que cette valeur traduise bien, malgré elle, malgré ses imperfections, traduise les enjeux qu'on cherche à atteindre avec ce proxy. Voilà. Et donc, la question de la construction de ces guidelines, qui fleurissent partout aujourd'hui, dans toutes les institutions, on voit apparaître ces guidelines. Je pense que la valeur sociale de ces référents dépend de la qualité de la fonction de production des guidelines. Soit vous faites un guidelines tout seul chez vous avec 2-3 experts et vous avez peu de chances que cette valeur arrive à être appropriée collectivement, soit vous profitez de ce guidelines pour faire dialoguer les chercheurs, les utilisateurs, éventuellement les associations d'usagers, pour que, si vous voulez, cette valeur devienne un instrument de langage. Et puis évidemment, ce que disait Marcel Boiteux très souvent, on prend cette valeur parce qu'il vaut mieux une valeur que rien du tout. Voilà, parce que je ne déciderai pas demain, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure. On ne va pas attendre qu'on ait le super truc dans 10 ans. C'est aujourd'hui qu'il faut décider. Et cette valeur, elle n'est pas gravée dans le marbre. Ça veut dire que si demain, on nous explique... J'ai vu sur le slide de James Amit qu'on était sur des 9 millions d'euros. Nous, on est à 3 millions d'euros. Et déjà, ça a été compliqué à faire accepter. Mais peut-être que demain, on augmentera. Et peut-être aussi que ça renvoie aux préférences de la collectivité. Et que peut-être que le 3 millions d'euros qu'on utilise au jour d'aujourd'hui est assez en décalage par rapport aux attentes de nos sociétés modernes. Voilà, je vous remercie. Oui, c'est bon. Bien, je voudrais tout d'abord dire que je suis très honoré de cette invitation de la chaire Ospinomics. Ça me fait très plaisir d'être ici. Et je vais plutôt que ma casquette de professeur avoir celle de membre de la CESP, à la HAS, depuis fort longtemps déjà, sous l'initiative d'une personne que je salue et remercie. Donc j'étais là au début, ça me permet de faire une sorte de retour d'expérience, alors que je voudrais être très modeste. C'est vraiment descriptif ce que je vais vous raconter là. C'est un pur retour d'expérience de bientôt 6 ou 7 ans de travail sur quelque chose qui n'existait absolument pas en France et qui s'est développé grâce à l'énergie de quelques-uns. Et quand je dis quelques-uns, au début c'était vraiment quelques-uns, just a few, si vous me permettez 2 ou 3 mots d'anglais. Et je voudrais aussi relier ce retour d'expérience au titre du workshop, qui est celui de l'hétérogénéité des préférences. Et puisque c'est mon domaine, je voudrais le relier aussi à l'adoption des innovations médicales et thérapeutiques, puisque c'est bien l'objet de la commission d'évaluation économique et de santé publique de la HAS. Alors, pour traiter de l'hétérogénéité des préférences, je me suis dit que j'allais plutôt avoir un point de vue quasi sociologique et que j'allais passer des préférences au point de vue. Et de ce point de vue-là, si je puis dire, j'ai vu 3 catégories. La première, c'est les patients,
La seconde, c'est les décideurs, financeurs. J'ai mis un slash entre décideurs et financeurs. J'arrivais pas bien à les articuler. C'est un peu compliqué comme question. Et les soignants. Voilà, donc je vais considérer ces points de vue-là successivement. Hein. Quels ont été leurs rôles dans l'adoption de l'innovation à ces trois groupes en pratique. Et puis, je terminerai par 3 bonnes raisons d'être optimiste ou d'être volontariste, parce que on a parlé de happiness tout à l'heure, et donc je voudrais aussi, moi, apporter mon écho à cette, si je puis dire, à cette volonté de bonheur. Voilà. Donc les patients. Alors, on sait que les patients, y compris dans la méthodologie de l'HAS, on est censé leur amener des années de vie supplémentaires. Et on est censé pondérer ces années de vie par la qualité. Et donc, on a parlé à juste titre fort longuement des qualis. Dans les premières discussions qu'on a eues sur le guide, on s'est posé la question, je parle sous contrôle bien sûr, hein, de savoir s'il fallait utiliser la valeur statistique de la vie humaine ou s'il fallait utiliser cette mesure qui est quand même assez complexe et en même temps très frustre, que sont les qualis. Bon, l'ambition a été d'utiliser les qualis et c'est ce qui est devenu la norme. Hein. C'était déjà la norme en Angleterre, qui a là aussi été un pays qui a quand même guidé très fortement la pensée, pratique en la question, et donc les qualis sont devenus ce qu'on a utilisé. Bon, les limites que moi je vois en tant que praticien, si je puis dire, elles sont en partie liées à la théorie, mais liées aussi à d'autres considérations plus terre à terre. Quels patients est-ce qu'on interroge? Parfois, c'est même pas des patients. Alors je sais qu'en population générale, on peut, par les vertus de l'échantillonnage, réussir à tirer des informations intéressantes. Mais quand il m'arrive, parce que je travaille aussi pour le Cancéropôle Grand Ouest, quand il m'arrive de travailler devant 100 médecins, 150 infirmières, que je leur parle des qualis et que je leur dis que dans cette étude sur les qualis, on a utilisé 882 personnes anglaises en population générale pour étudier les préférences et on va appliquer ça à des petits patients français en oncopédiatrie, j'ai parfois un certain nombre de retours un peu violents, qu'à la pause, on réussit à régler, mais tout de même. Donc ça, c'est des questions concrètes, hein, très terre-à-terre, hein, sur lesquelles il faut quand même se poser des questions. Donc la question de la pédiatrie et des qualis, ça c'est quand même quelque chose qui est très difficile à comprendre. Bon, des gens comme Michael Drummond, qui sont beaucoup plus doués que moi, se sont posé la question non seulement pour l'oncologie pédiatrique, mais pour l'oncologie tout simplement. Et quand on sait que les innovations, du moins celles que l'on voit à l'HAS, sont essentiellement des innovations en oncologie, là il faut qu'on se pose des questions, non pas pour jeter le bébé avec l'eau du bain, mais pour engager des réflexions fondamentales, financées, sérieuse sur comment aller au-delà et s'occuper des enfants, s'occuper de l'oncopédiatrie et de l'oncologie. Ça, ce sont des préoccupations qu'on a dans les cancéropoles et qu'ont les médecins et tous les soignants d'une manière générale. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à bien comprendre. Autre point sur les qualis, c'est la fin de vie. On a des collègues qui travaillent sur la fin de vie, et paradoxalement, pour avoir discuté avec beaucoup d'entre eux ont commencé très seuls à mettre en place les réseaux de soins palliatifs, notamment. Quand on voit l'histoire des réseaux de soins palliatifs en France, c'est là aussi la volonté de quelques pionniers. Et on a des questionnaires de qualité de vie en soins palliatifs. Il n'y en a pas beaucoup, ils ne sont pas très connus, ils gagneraient beaucoup plus à l'être. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Parce que le quali est la fin de vie, et quand on sait aussi que sur les dossiers qu'on voit à l'HAS, sans trahir la confidentialité de ces dossiers, on a quand même souvent des médianes de survie pour nos patients de 3 mois, 5 mois. Donc on n'est quand même pas loin de la fin de vie. Appliquer de l'EQ5D5L, etc., même matinée d'un peu de choix discrets, ça nécessite encore une fois de mettre de l'énergie pour mieux qu'on comprenne ce qu'il y a derrière. Voilà, donc en pratique, sur les dossiers qu'on a reçus, et encore une fois sans trahir aucune confidentialité, la qualité des dossiers en matière de qualité de vie n'est pas très grande. C'est-à-dire que beaucoup de dossiers, finalement, nous posent des problèmes, voire des réserves importantes sur le traitement de la qualité de vie dans les avis d'efficience. Ça, c'est un vrai problème. Et il y a un autre problème aussi, c'est que l'effet indésirable, on n'a pas encore parlé d'effet indésirable, hein, c'est quelque chose qui est très très mal pris en compte dans l'évaluation de l'utilité, de la satisfaction du patient. Donc, en conclusion, pour les patients, on est dans la bonne direction, il reste beaucoup à faire. Je pense que la quasi-expérimentation, l'expérimentation en choix discret, mais au-delà, je pense que la quasi-expérimentation, par exemple les scores de propension, sont des moyens qui sont pas encore totalement bien
pris en compte. Donc, encore une fois, je disais, hein, pas de tentation de valorisation monétaire. Dès 2011, on a refusé donc, cette valorisation monétaire de la vie humaine. Alors le décideur, le financeur maintenant, comment est-ce qu'on peut définir ses préférences? Comme on l'a bien vu à la présentation inaugurale de ce travail, c'est une question de willingness to pay, hein, comme on dit, hein, de disposition à payer. Et là, effectivement, on ne sait pas trop quoi faire, parce qu'on n'a pas de seuil en France. On n'a pas de seuil d'acceptabilité d'une dépense. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore réussi à trouver quelle serait la disposition allouée des ressources du décideur. Alors on sait que les Anglais le font. Les Anglais le font, ils ont une disposition à payer autour de, je ne sais pas combien, 23 000 livres ou quelque chose comme ça. Mais on sait aussi que dès qu'on passe dans les cas particuliers, l'oncologie en est un, c'est quand même un cas particulier assez important, hein, l'oncologie, hein, on peut se permettre 80 000, etc., 90 000. Ah, ça, c'est des vraies questions. Je n'ai aucune réponse, hein, je vous ai dit, hein, c'est un retour d'expérience vraiment de fantassin, et je ne peux pas dire plus, mais on a une question à laquelle, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Alors, on sait qu'on a eu un décret en 2012, hein, on a évoqué la loi de finances de 2012, on a eu un décret en 2012 qui fixe, et ça je pense que c'est important par rapport à ce que disait Luc, qui fixe le fait que l'évaluation médico-économique, c'est pas de la minimisation de dépenses. Ça c'est quelque chose qu'on a encore du mal, 6 ans après, à faire passer. L'économiste qui rentre dans une structure médicale n'est pas là pour minimiser les dépenses ou pour réduire les coûts. Ça peut paraître, à vous qui êtes un public éclairé, quelque chose d'évident, ça ne l'est pas. Je pense qu'il faut continuer à le dire. Je suis en retard Ah oui, c'est bon, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Voilà, donc ça c'était pour les décideurs. Alors qu'est-ce qu'on leur dit, nous, aux décideurs? Eh bien, on se rend compte que, et ça c'est quelque chose qui n'a pas été dit non plus dans la journée, on n'a pas parlé de prix encore. Alors, je sais qu'entre nous, on ne devrait pas parler d'argent, mais on n'a pas parlé du prix des médicaments. Or, que fait le CEPS, qui est quand même une instance fondamentale dans notre système de santé? Le CEPS fixe des prix. Et il les fixe avec 2 avis. L'avis de la commission de la transparence, un avis médico-technique, hein, qui est vraiment très très bien fait. Et puis il y a un avis de la CESP, où il y a plein de disciplines. Et bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que dit la CESP au CEPS? Eh bien, la seule chose qu'on peut dire, c'est quel est en gros le degré d'incertitude qu'on a réussi à évaluer autour du ratio coût-efficacité que nous fournit l'industriel. Et finalement, on se rend compte qu'on ne peut pas tellement dire plus que ça. Mais c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'une des choses les plus importantes que peut dire l'économiste et plus généralement l'évaluation médico-économique, c'est le degré d'incertitude qui entoure la fixation du prix via le ratio coût-efficacité. Et ça, je pense que c'est fondamental. On a mis du temps à le comprendre, ça. Et je vous avouerai que les quelques premières années, on a tâtonné, on se dit, qu'est-ce qu'on apporte au CEPS? En quoi sommes-nous utiles à cette institution qui est une institution clé pour la fixation des prix, des molécules innovantes notamment? Je pense que c'est à ça qu'on arrive. Et alors les sources d'incertitude, Lise le sait aussi bien que moi, parce qu'elle a aussi travaillé là-dessus. Les sources d'incertitude, c'est les biais de modélisation, très forts, très techniques. Alors ça, on rentre dans des choses très techniques, mais très complexes et très importantes. On ne sait pas très bien modéliser les effets indésirables. On a un gros problème de critères d'évaluation clinique, alors ce qu'on appelle en anglais les endpoints. On a un vrai problème notamment sur les maladies chroniques, où on se rend compte qu'on est en train de faire de l'évaluation sur des critères d'évaluation qui ne sont pas les critères finaux, mais qui sont sur, par exemple, des symptômes. On dépense beaucoup d'argent pour soigner des symptômes, plutôt que des pathologies. Je dis ça de manière un peu brutale, mais c'est un peu ça qui ressort de l'étude systématique de tous les dossiers qu'on a pu obtenir. Et on a le problème majeur, et là, si jamais il y a des gens qui s'occupent d'essais cliniques dans la salle, le problème majeur qu'on a, c'est le manque de maturité des données issues des essais cliniques. Je ne sais plus qui disait qu'il travaillait sur des données secondaires et qu'il fallait l'en excuser. Ouais, c'était Andrew qui disait ça. Nous qui travaillons sur des données primaires, il va falloir nous excuser aussi, parce qu'elles sont d'une telle pauvreté souvent que c'est un vrai problème, ça. Donc là, je tire une sonnette d'alarme, qui est que la maturité des essais cliniques ne permet pas forcément toujours de faire de bonnes évaluations. C'est une vraie faiblesse. Alors, j'ai encore 3 minutes. Sur les soignants, c'est simple. Même sur ma feuille, il n'y en a pas. Il n'y a rien dans l'évaluation médico-économique sur les soignants. C'est-à-dire que la qualité de vie au travail n'est pas encore prise en compte. La qualité de vie au travail des soignants n'est pas encore prise en compte dans
dans l'évaluation médico-économique. C'est un vrai manque. Alors j'ai des collègues au Cancéropole Grand Ouest, notamment, je fais la publicité un petit peu, qui travaillent là-dessus, qui essaient de comprendre. Alors ça c'est venu des médecins qui travaillent en palliatif, parce que c'est là qu'on a le plus de difficultés pour les soignants à tenir le coup et à fournir un service de qualité aux patients, avec une interaction des satisfactions des deux groupes. Et c'est d'eux que sont venus cette alerte-là. Il faut absolument que dans les 10 années qui viennent, on mette les soignants dans le modèle. Alors, en 2 minutes, j'ai entendu parler de l'analyse multicritère à de nombreuses reprises. Donc, le NICE a mis en place son programme de travail. l'e-sport a également mis en place son programme de travail. Donc ça va être quelque chose qui va venir dans les 5 ou 6 années au programme de l'HAS, là aussi. Dernier mot, là maintenant, c'est juste 30 secondes. On n'a pas non plus parlé d'analyse d'impact budgétaire. Donc, on est en train de faire un guide d'analyse. Je suis une partie prenante à la rédaction de ce guide. Un guide d'analyse de l'impact budgétaire qui va venir seconder le guide méthodologique dont tu étais à l'origine, Lise, et donc parce qu'on manque d'une mesure du fardeau budgétaire, du fardeau global. Alors pour le faire, on a fait une consultation publique massive à laquelle on a eu beaucoup de réponses, d'ailleurs, tant des industriels que des patients, que des sociétés savantes, que des médecins. Donc le guide devrait sortir d'ici quelques mois, et je pense que ce sera un bon moyen d'avoir à la fois l'effet marginal de l'analyse coût-efficacité et l'effet global, parce que c'est aussi ça que souhaite connaître le décideur, et on ne peut pas lui reprocher de se poser la question, est-ce que je vais pouvoir supporter le fardeau du financement d'une molécule innovante certes, mais peut-être très très coûteuse. On a eu quelques exemples dans l'actualité récente. Voilà, Lise, j'en ai fini. Merci. Donc, moi aussi, évidemment, je remercie Lise de m'avoir conviée, de m'avoir donné la possibilité de vous présenter le projet que je viens de prendre en route. Déjà, juste au préalable, je suis ravie d'être là parce que, au-delà du projet qu'aujourd'hui je mène et qui est dans un cadre institutionnel, parce que c'est au sein du ministère de la Santé, mon expérience encore toute récente est l'expérience de représentant d'usagers d'une association de personnes atteintes de cancer. Et donc, je suis particulièrement sensible aux questions le point d'équilibre, de la balance d'équilibre entre le coût sociétal et donc les choix collectifs et, d'autre part, l'expérience individuelle et l'attente de la personne malade vis-à-vis du coût de l'innovation. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai vraiment un souvenir très très récent d'un colloque dans lequel j'intervenais justement sur ce sujet, et à un certain moment dans le public, une des personnes présentes s'est levée et a dit « Mais moi, je suis malade depuis 5 ans et à chaque fois que je vais en consultation, je pense à combien je coûte à la société et j'ai plus envie de ça. » Et elle le disait de façon très sincère. Elle n'était pas là en train de revendiquer le droit d'être soignée, elle l'avait déjà, c'était un acquis, mais elle se sentait responsable vis-à-vis de la société par le fait de coûter autant sur les ressources qui sont des ressources limitées. Donc ça, voilà, ça me permet de faire la passerelle avec le projet, donc ce fameux projet dont je m'occupe, qui est le service public d'information santé. C'est un projet qui est défini, formalisé par l'article 88 de la loi de modernisation du système de santé. Et ce n'est pas pour rien, effectivement, que le ministère a décidé de le confier à quelqu'un qui vient du terrain, et en plus étrangère. Mais bon, surtout qui vient de terrain, parce que c'est un projet qui a été voulu dès le départ, dès la stratégie nationale de santé. Il était voulu l'encadrer dans la logique de la démocratie sanitaire et de l'empowerment des citoyens. Et l'empowerment des citoyens, c'est non seulement l'empowerment des patients dans leur parcours de soins, mais l'empowerment des citoyens en tant que promotion de la santé, en tant que personnes impliquées dans l'élaboration des politiques de santé publique. Pourquoi je dis ça? Parce que l'information est juste la clé essentielle.
Si on n'a pas d'information, on ne peut jamais décider. La littératie que vous connaissez mieux que moi, la littératie en santé, c'est la capacité de décider pour soi-même et pour le système en fonction des informations que l'on tient, que l'on a. Et ces informations-là, on sait parfaitement qu'aujourd'hui, elles sont encore très dépendantes du milieu socioculturel que les personnes ont. Ce degré, cette différence d'espérance de vie qui existe encore entre un cadre dirigeant et un ouvrier qui est de 7 ans, c'est un écart qui dépend de plein de déterminants. Et dans ces déterminants, l'information est vraiment le déterminant probablement le plus fort. Donc, si je reviens au hospice, quelle est l'ambition est clairement d'augmenter le niveau de littératie auprès des citoyens, de leur donner la capacité d'aller trouver la bonne information pour pouvoir mener des choix éclairés. Mais c'est aussi, et ça c'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est la capacité de ce projet d'éduquer les émetteurs publics, d'éduquer les acteurs qui sont missionnés de l'information grand public à rendre cette information la plus lisible, la plus compréhensible, la plus fine et la plus adaptée, personnalisée en fonction du besoin de l'usager. Et là, cette question de la personnalisation est une question qui revient encore dans cette alternance entre les choix individuels et les choix collectifs, parce qu'aujourd'hui, quand on est d'un point de vue, quand on voit le système de santé d'un point de vue usager, au-delà du fait qu'on rentre dans un voyage qu'on n'a pas choisi, qu'on n'avait pas envie de mener, et donc voilà, on se retrouve un peu dépourvu d'outils, mais surtout, on rentre dans un paysage qui est organisé et structuré par l'organisation, par les décideurs. Et il n'est pas structuré et organisé par le patient lui-même. Donc, on se retrouve à un certain moment où on a une vie normale, on a un entourage, des occupations, voilà, on exerce des choix et des préférences. Et puis, à un certain moment, il y a la maladie qui arrive et hop, on perd tout. Et ces choix, ces préférences, ces attentes, elles se limitent à rentrer dans le cadre défini, précis du système de santé, et on perd la maîtrise. On perd la maîtrise, on perd la capacité, la possibilité d'exercer ses préférences. Et alors, je reviens au concret. Dans cette vie précédente, qui était la mienne, un des projets qu'on a mené en tant qu'organisation de patients, en tant qu'association de patients, ça a été celle de proposer à une agence régionale de santé, donc on était sur un niveau local, de prendre en compte les préférences des patients dans l'élaboration du parcours de soins à travers un appel à témoignages qu'on a fait. Donc on a fait un appel à témoignages, on a demandé aux gens d'exprimer leur vécu, de nous raconter leur vécu. On a identifié bien évidemment les failles de ces parcours qui finalement sont assez restreints. Effectivement, les préférences sont assez restreintes finalement, mais en termes d'impact sur la vie, elles sont énormes. Et donc, on a demandé d'identifier ces failles, d'identifier les préférences. On a structuré toute cette matière et on l'a proposé à l'ARS qui l'a reprise pour pouvoir en faire un instrument d'orientation de leur projet stratégique. Alors là, on est sur la traduction des préférences individuelles dans une démarche collective qui va impacter une organisation non pas uniquement pour les patients, mais pour les citoyens en général. Et le but actuel, qui est le but du ministère à travers ce projet, à travers le service public d'information santé, est justement de mettre en route un système qui permette de trouver cette synthèse entre le cadre individuel et le choix, l'élaboration de choix publics pour pouvoir
être au plus fin, au plus près en réponse aux attentes non pas des usagers en général, non pas des patients en général, mais de chaque personne, de chaque individu, parce que être malade a un impact personnel énorme. Et c'est d'abord cet impact personnel qui remonte, et puis l'élaboration d'une vision générale. Voilà tout ce que j'avais envie de dire. Bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Nicolas Boissel et je remercie donc Lise Rocher et l'entremise d'Amélie Verdier de m'avoir convié donc à cette réunion. Et moi je vais après discussion, puisqu'on a préparé en amont un petit peu cette présentation, je vais avoir une approche relativement microéconomique, voire nano-économique. Et bien que je fasse aussi de la recherche clinique et que j'aime bien les statistiques et les contrôles, finalement, à travers ma pratique, je vous parlais de panels un peu biaisés et d'observations non contrôlées. Alors moi, je m'occupe d'une unité d'adolescents et de jeunes adultes, donc âgés de 15 à 25 ans, qui est ouvert il y a environ 5 ans à l'hôpital Saint-Louis. Je m'occupe essentiellement de cancer et de greffe de moelle. Alors, si on prend la problématique de l'oncologie, on en a un petit peu parlé, et de l'hématologie, c'est vrai qu'on est confronté, comme dans la médecine, un peu aux mêmes déterminants que concernant la préférence individuelle, c'est-à-dire qu'en gros, vont se classer dans un ordre différent des questions d'efficacité, des questions de séquelles au long cours, de préservation de l'autonomie, de problèmes de préservation de la vie sociale. Et ce qu'on observe chez les patients, et pour différentes raisons me semble-t-il, c'est que quand on les prend en charge initialement, en tout cas, ils sont difficilement capables d'exprimer les préférences. Et même le niveau de préférence va s'exprimer de façon de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on avance dans les traitements, que la maladie revient, qu'on modifie les traitements et éventuellement qu'on passe d'une phase curative à une phase palliative. Bien évidemment, c'est lié à la sidération initiale qui ne permet pas de s'exprimer. Je pense que vraiment le patient, au moment du diagnostic, n'est pas forcément un patient qui peut exprimer ses préférences et qu'on peut utiliser dans un panel. Par contre, et on l'a dit, on l'a répété, un patient qui va évoluer à travers la maladie, qui va aller rechercher de l'information parce qu'il est directement concerné, va acquérir une certaine expérience qui va lui permettre de s'exprimer sur les traitements, sur les conséquences des traitements et sur les effets secondaires. Alors, l'autre raison pour laquelle je pense que le patient s'exprime relativement peu initialement, c'est que finalement, on a la chance d'avoir des référentiels, ça on en a aussi un petit peu parlé, et que ces référentiels rassurent à la fois le médecin et le patient, et qu'initialement, voilà, on est tout à fait cadré par ces référentiels, qui laissent un peu moins de place à la préférence individuelle. C'est plus facile pour le patient de se laisser embarquer dans la décision thérapeutique, même si elle fait l'objet d'un choix qui n'est pas un choix individuel actuellement, mais de concertation pluridisciplinaire. Alors, au fur et à mesure qu'on avance dans cette prise en charge, évidemment, le patient est de plus en plus acteur de sa décision thérapeutique. Et ce qui est normal, avec comme élément évidemment confondant, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il était de moins en moins naïf. Avec à l'extrême spectre de cette prise en charge, et ça a été aussi abordé, l'expression de ses préférences sous le biais des directives anticipées. Vous savez que la loi a été modifiée récemment, et que ces directives anticipées vont s'imposer à la décision médicale en partie. Et je pense que c'est très intéressant, je pense, de se poser la question. Peut-être qu'il y a des recherches d'ailleurs à l'échelle, on va dire, de populationnelle, de ce que ces directives anticipées contiennent. Et je pense qu'elles peuvent apporter beaucoup d'informations sur la façon dont on accompagne les patients en fin de vie. Alors, quand on a discuté un petit peu de cette intervention, bien évidemment, la question de la prise en charge des adolescents a émergé, puisque je pense que c'est une population effectivement extrêmement particulière. On a parlé de la pédiatrie, et je pense que c'est peut-être même presque plus complexe que la question de la pédiatrie. Pourquoi ? Parce que, alors c'est aussi une
question qui se pose dans la prise en charge des patients, c'est que voilà, ces patients qui arrivent, qu'ils soient mineurs ou majeurs, eh bien, on doit les recentrer dans la procédure d'information et dans la procédure de décision, hein, ce qui est un petit peu différent, par exemple, de ce qui peut se passer en pédiatrie, où les parents sont les interlocuteurs immédiats de la prise en charge. Et donc, prendre en charge un adolescent, c'est eh bien, avoir des difficultés, notamment en termes de triangulation avec les parents, l'enfant malade ou l'adolescent malade, et puis l'ensemble des soignants. Donc le choix du traitement, le choix de la prise en charge va se confronter à ces origines différentes des préférences, on va dire, individuelles, parents, adolescents, et qui va bien évidemment faire écho à ce qui se passait avant la maladie, et notamment aux conflits qui pouvaient exister à l'intérieur de la famille, qui vont pouvoir renaître ou se réexprimer de façon différente dans les expressions de ces préférences. Alors, on parlait d'augmentation de l'espérance de vie, on parlait de qualité de vie, et bien évidemment, quand on questionne les parents, c'est l'espérance de vie qui est centrale, et les parents vont souvent mettre de côté un peu tout ce qui est justement au second plan, tout ce qui peut être poursuite de l'intégration sociale, par exemple, qui est quand même un thème majeur à l'adolescence. Et je prends un exemple, la scolarité est assez classiquement passée au second plan, alors qu'elle reste bien évidemment une des préoccupations majeures quand on interroge l'adolescent sur ce qu'il souhaite. Du point de vue de l'adolescence, c'est bien évidemment les problèmes, les effets collatéraux en fait, de la maladie et de ses traitements, plus que le pronostic vital, hein, qui apparaît rapidement comme une variable d'ajustement. Et c'est pas le pronostic vital aussi, parce que l'adolescence a cette spécificité-là de porter ce sentiment d'invincibilité, et que donc bien évidemment c'est effacé, et au premier plan apparaît les modifications de l'apparence corporelle, la perte de cheveux, le risque d'être stigmatisé auprès des camarades, ou l'incapacité de suivre par exemple une scolarité normale, et le risque d'être désocialisé. Donc l'adhésion thérapeutique qui est un vrai problème dans cette tranche d'âge-là, on le sait, est renforcée par la porte laissée ouverte aux préférences individuelles et la façon dont on répond aux préférences individuelles. Il y a une très très bonne corrélation, et c'est un de nos objectifs que de renforcer cette adhésion thérapeutique pour pouvoir permettre le traitement et la guérison. Alors évidemment, ça nous mène à des situations qui sont des situations exceptionnelles, mais qui sont quand même dans notre pratique, qui est comment est-ce qu'on fait pour respecter le choix, par exemple, d'un adolescent de ne pas se traiter son cancer, d'arrêter ses traitements, ses immunosuppresseurs après la greffe, de se mettre en danger, alors qu'il exprime clairement ses préférences ou qu'il ne les exprime pas, ce qui est une forme aussi d'expression, avec pour objectif de ne pas perdre ses cheveux, de retourner à l'école, ou tout simplement de ne pas être malade, de nier la maladie. Et donc là encore, la triangulation avec les parents, les efforts de pédagogie, mais même on parlait de la place de l'équipe et du retentissement sur l'équipe, accompagner ce type de patient-là à travers ces choix-là n'est pas quelque chose qui est évident. Le deuxième exemple que je voulais aborder est un exemple qui m'a été soufflé lorsqu'on a la prise de contact, qui est la drépanocytose. Qui est une maladie que vous le savez génétique, qui se déclare dans les premiers mois de la vie, qui est une maladie chronique, qui donne des douleurs chroniques, et qui peut se traiter, peut s'accompagner tout au long de la vie qui est souvent, qui est plus courte qu'une vie normale, et pour lequel des nouvelles thérapeutiques, et notamment la greffe de moelle, peut apporter des solutions qui sont onéreuses, des solutions qui mettent potentiellement en vie le pronostic vital de façon immédiate. Et donc de nouvelles techniques se développent pour proposer la greffe le plus possible aux jeunes qui le nécessitent. Donc là, je pense que si la question m'a été posée,
je pense que derrière, il y a des divergences sur les choix de la communauté médicale, des points de vue qui sont relativement différents. Et là, bien évidemment, on travaille dans le cadre d'essais cliniques, c'est-à-dire qu'on cadre bien évidemment les indications pour ce type de procédure-là. Et donc derrière, les parents et le jeune font le choix ou pas, ou le jeune est accompagné de ses parents, fait le choix ou pas de procéder à ce type de traitement. Alors quels sont les enjeux là derrière, si on fait la synthèse un petit peu de ce qui se passe là, c'est assez étonnant parce que quand on interroge les parents, il y a une culpabilité bien évidemment assez forte, puisque c'est une maladie qui est transmise génétiquement et de façon assez claire, il y a un désir de réparer l'organisme qui dysfonctionne. Donc ça, c'est la volonté exprimée des parents. Et bien évidemment, l'adolescent, lui, veut pouvoir se projeter dans sa vie sans avoir ces crises douloureuses. Et lui aussi est coupable d'être l'enfant malade et voudrait bien réintégrer une position d'enfant qu'on ne doit plus accompagner et dont on ne doit plus s'occuper, donc faire l'acquisition de son indépendance. Donc évidemment, ce choix est pondéré par l'appréhension des effets secondaires et du risque vital dont je viens de parler. Et ce qui se joue dans justement cette expression des préférences par les uns et par les autres, extrêmement complexe. Et donc l'urgence pour le clinicien dans ces cas-là, c'est bien évidemment de ne pas se presser et de laisser les choses faire. Et donc ces patients-là sont accompagnés pendant des mois avant que les décisions soient prises de procéder justement à ce type de traitement de greffe. Donc, pour finir, je dirais que pour moi, c'est une évidence, en tout cas, qu'au quotidien, les préférences individuelles qui sont exprimées de façon immédiate sont intégrées dans la décision thérapeutique et que le patient est définitivement acteur à part entière du soin. Je pense qu'on je ne pourrais pas s'occuper d'adolescents sans dire le contraire. Je pense que ça serait complètement nier les difficultés qu'on rencontre justement au quotidien face à ces demandes de sortie, d'aller en boîte, d'aller fêter l'anniversaire de la copine. Voilà. Il faut savoir, pour que l'institution puisse répondre à ces demandes-là express pour pouvoir justement faire en sorte de renforcer l'adhésion et d'aller jusqu'au bout des traitements. Dans la leucémie, ça peut être 2 ans ou 3 ans. Je ne l'ai pas signalé tout à l'heure. Ce qu'évidemment dit aussi mon témoignage, et on l'a dit tout à l'heure, c'est que l'expression de la préférence individuelle, elle est extrêmement hétérogène d'une population à l'autre. Elle est évidemment différente entre les parents et l'adolescent, et qu'elle va être évidemment une fonction assez forte du temps. Et c'est aussi pour ça qu'on laisse, quand on peut, c'est possible, les patients réfléchir à la décision. La dernière chose, c'est que je pense que évidemment, ce sont des expériences extrêmement focales et qu'il y a tout à fait une place à une réflexion, je veux dire, ascendante entre les expériences qui peuvent être menées dans les services ou les expériences cliniques, microscopiques, on va dire, et les approches macroscopiques qui ont été abordées cet après-midi. Voilà, je vous remercie.